Bonjour à tous. La 31e édition du Salon international du livre de montagne de Passy s'inscrit dans une dynamique de promotion de la lecture à travers les multiples déclinaisons du livre de montagne. Malgré la crise, nous poursuivons sur la voie ouverte en 91 par François Garde et Joël Chapaz. Et nous proposons cette année un thème porteur d'espoir, le style alpin. Une façon d'être tout en nuances et en efficacité, une façon de vivre efficace et ouverte sur le monde, une esthétique qui vaut beaucoup d'efforts sous l'apparence de la simplicité. Nous proposons de diffuser largement cette culture qui nous incite à regarder autour de nous et à mesurer la beauté simple de ce qui nous entoure. Pour nous aider à maintenir cet élément fort de l'été culturel au pays du Mont-Blanc, consultez le site salonduLivrePassy.com et regardez les vidéos, les revues de presse, les chroniques. Et à la rubrique Rejoignez-nous, n'hésitez pas à nous soutenir. Nous avons besoin de vous tous. Et pour ouvrir cette 31e édition, nous avons choisi de passer cette heure en compagnie des guides. En montagne comme ailleurs, nous avons besoin d'être accompagnés, d'être rassurés, d'être valorisés. Nous avons besoin d'une main tendue, ferme et rassurante, forte, qui ne lâche pas et qui soit capable de nous rattraper en cas de coup dur. Nous avons tous besoin de conseils pour savoir où mettre nos pas. Où que nous soyons, c'est un guide qu'il nous faut pour créer du lien, pour nous emmener sur la voie de l'engagement, nous aider à prendre de la hauteur, nous donner confiance, nous apprendre à faire confiance. La vie d'un guide est souvent le roman d'une aventure hors norme, où l'exploit est indissociable de l'émerveillement, où le dépassement de soi sublime le bonheur de transmettre, de mener le client plus haut que ses rêves. Des femmes ont vaincu les montagnes et les préjugés pour obtenir la prestigieuse médaille de guide et confirmer leur talent. La vie dans la vallée s'organise dans l'attente des héros et chacun à sa mesure, guide ou client, entre dans une légende, celle des Alpes ou de l'Himalaya. Pour nous tenir compagnie, donc en cette année qui commémore les 200 ans d'histoire de la compagnie des guides de Chamonix, nous avons tenu à intégrer les guides dans cette programmation et nous avons la chance d'accueillir Martine Charrois-Frison-Roche, qui est la fille de Roger Frison-Roche et qui parle, c'est un livre paru aux éditions Ginko, éditeur. Nous devions accueillir Joëlle d'Artigues-Pacalais, mais en dernière minute, elle a dû rester à Chamonix pour des raisons qui lui sont personnelles. Et puis nous devions accueillir Martine Roland, qui a été la première femme guide de haute montagne et qui a dû vaincre un certain nombre d'Himalayas, à savoir l'ambiance qu'il pouvait y avoir à son époque dans cette école qui était essentiellement tenue par des hommes. Et être la première femme dans ce milieu d'hommes, ça n'a pas été facile et ça a été certainement une victoire qu'elle a due à son grand talent. Mais je voudrais d'abord m'adresser à Martine Charrois, qui a donc écrit un livre de souvenirs sur les rapports qu'elle avait avec son père, Roger Frison-Roche, que nous avons tous connus, plus ou moins, et qui nous a tous marqués, à la fois par son charisme, par sa gentillesse et par son humanité. Oui, ce petit livre que j'ai écrit là, avec beaucoup de plaisir, est venu un peu par accident, parce que je n'ai jamais pensé écrire quoi que ce soit après mon père. C'était trop impressionnant. Mais tout d'un coup, on m'a fait une proposition pour des souvenirs et ils sont remontés en foule de mon enfance et surtout de mon... nous étions très très liés, papa et moi, depuis toujours. Et nous avons passé donc nous avons vécu plein d'événements ensemble et tout ça est remonté et plus je réfléchissais, plus j'avais de souvenirs. Donc c'est ces moments passés avec mon père que je raconte là. Donc c'est un petit peu, c'est très divers, ça parle beaucoup de l'Algérie puisque je suis née là-bas, ça parle bientôt de Chamonix et de l'Algérie. Et ça a duré donc de mes 5 ans, cette passion avec mon père, jusqu'à à sa mort à 80, il allait avoir 94 ans. Et nous étions près de lui les 2 dernières années avec mon mari
au chalet à Chamonix. Et donc nous l'avons accompagné dans sa fin de vie. Et disons que ça a clos l'histoire, mais on a eu une belle histoire tous les deux ensemble. Voilà. En tout cas, pénétrer l'intimité d'un personnage célèbre, c'est un exercice périlleux. Et vous en tirez très bien parce que vraiment, vous ne tombez pas dans l'indiscrétion, mais vraiment dans l'empathie. Et on est tous vraiment conquis par cette personnalité hors norme. Oui, parce que c'est sûr que moi, mon père, pour moi, ça me paraissait très normal. Ce qu'il était, il était peut-être célèbre, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte parce que c'était, comme je le dis bien dans le livre, c'était un homme il était très gai en même temps, très discret. Il vivait normalement, il avait des copains partout, et ça a été comme ça toute sa vie. Donc cette simplicité lui donnait quand même un charisme assez important, ce qu'il a fait admettre sitôt à la compagnie des guides de Chamonix, qui était un milieu quand même très très fermé. C'était justement, ils ont tous été séduits par Frison. Et mon père leur a bien rendu parce qu'il les a toujours soutenus toute sa vie. Il a été le premier Parisien à la compagnie des guides, et Martine Roland a été la première femme guide de haute montagne. Et donc c'était intéressant de les réunir. Oui, parce que en fait, mon père n'était pas un alpiniste. Il vivait à Paris avec ses parents à l'époque jusqu'à l'âge de 14 ans. Et il connaissait que les alpages quand il venait à Beaufort l'été dans sa famille beaufortaine. Mais à 17 ans qu'il est venu à Chamonix, travailler à Chamonix, et il a été ébloui par ces montagnes. Il avait le gène de la montagne en lui, c'est évident. Et son rêve, ça a été de devenir guide. Et il a été épaulé par les plus grands de l'époque, ne serait-ce qu'Armand Charlet. Et il était animé d'un besoin de montagne et d'un désir d'écrire, parce que l'écriture était inhérente. Alors, oui, je crois que je ne sais pas ce que mon père n'a pas essayé. Il a tout essayé. Et généralement, il réussissait parce qu'il osait tout. Vraiment, il osait beaucoup de choses. Et donc, par exemple, après, ça a été tout d'un coup, pourquoi a-t-il quitté Chamonix comme ça, où il était guide, il avait le café de la brasserie des sports. Le voilà parti en Algérie pour une autre aventure, dans un journal. Il était tout d'abord journaliste, avant d'être écrivain professionnel. Et ce journalisme est devenu un écrivain parce qu'il a raconté, si vous voulez, tous les événements qu'il vivait, et il vivait des événements extraordinaires. Ne serait-ce qu'aussi quand on pense à son livre Les Montagnards de la nuit, qui est un très beau roman, Le maquis dans le Beaufortin, mais il est très peu connu ce livre, mais il est très très beau. Bon, ben là, il racontait sa vie, quoi. Et c'est pour tous ces livres, c'est comme ça. Anselme Beau, tu as connu Roger Frison-Roche, je pense que c'est un cadeau de la vie de rencontrer des personnages. Oui, mais Roger, c'était à la fois, bon, il était ami de mon père était guide aussi à Morzine, et ils avaient passé des stages ensemble. Enfin, c'était Roger qui était le chef, évidemment. Et donc, beaucoup plus tard, quand je suis installé à Chamonix, j'ai eu la chance de connaître Roger parce que c'était aussi un ami de mon beau-père, Jean Coutet. Et donc, ils étaient souvent ensemble. Ils faisaient les fêtes, mais pas les fêtes comme on entend maintenant. Les rassemblements, boire un coup de temps en temps, évidemment, mais surtout rigoler ensemble, chanter ensemble. Et pour moi, c'est un personnage qui détermine la force, comme disait Martine, sa fille, la force de caractère, mais aussi la force d'échanger et de faire connaître la vie et le travail des guides à Chamonix. Et un exemple, puisque on parlait de mon rôle de professeur à l'ENSA, enfin de formateur des guides pendant pas mal d'années, à chaque fois que les jeunes aspirants guides venaient dans mes stages, je leur demandais est-ce que vous avez lu Frison-Roche.
Si vous n'avez pas lu Frison Roche, c'est même pas la peine de commencer le travail de guide. Faut pas. Il faut absolument lire Frison Roche, même si c'est un peu simple, l'histoire d'alpage, l'histoire des romans, évidemment, et La Grande Crevasse, Le Retour à la montagne, etc. Si vous n'avez pas lu ça, ne faites pas le travail. Alors bon, comme j'ai dit, c'était un peu simpliste, mais n'empêche que pour moi, c'est ce qui représente le plus du travail de guide classique. Et c'est ce qui a fait pendant 200 ans cette compagnie des guides, bien sûr, que l'on fête cette année. Il faut lire Frison Roche, mais il faut aussi lire Anselme Beau, qui a écrit plusieurs ouvrages sur son expérience à la fois de guide et puis aussi d'himalayiste. Tu peux parler de tes livres? Oui, le dernier que j'ai écrit, c'est donc Au pays des terres hautes, il y a 2 ans, et où j'évoque bien sûr tout ce qui a fait ma vie de guide, et puis d'autres aventures, aussi bien en Himalaya. On parlait d'expéditions légères, bon, une expédition légère au Yalungkang, qui est le deuxième du camp de Shenzonga à 8005, où on est parti léger, on a ni porteur à partir du camp de base, évidemment. Avant on avait des porteurs, après plus de porteurs, plus d'oxygène, pas d'oxygène parce qu'on n'en avait pas pris, et puis pas de radio, et puis on faisait encore des alpines, on n'avait pas les cordes fixes, fixées par les Sherpas, on n'avait pas de porteur pour monter les tentes, etc. Alors maintenant on parle d'explorer. Oui, il y a des exploits, tout est relatif, mais n'empêche que l'expédition légère peut revenir dans certains cas à la mode, parce qu'il y a des gens très 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 forts, et puis il y a la grande masse des gens qui vont, comme on voit chaque année à l'Everest, 300-400 personnes qui sont à la queue leu-leu, et ça nous gêne un tout petit peu quand même. Alors bien sûr il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens sur place qui travaillent, tous des Népalais. Et puis, à vrai dire, des guides, en tous les cas français, qui organisent des expés à plus d'une île, il n'y en a pas tellement. Et finalement, c'est pas si mal, parce que ça révèle justement une sorte de ligne de conduite. Parce que de toute façon, moi je suis allé aussi sur l'Everest avec une expédition dite commerciale. J'avais fait avec un groupe de Belges les 7 femelles, les 7 sommets. Et c'est la seule fois où j'ai touché un peu de l'oxygène à 8000 au côte sud. Et puis pratiquer les cordes fixes. Mais c'est pas une expédition qui m'a marqué du tout, et au contraire, à la limite. Les ouvrages d'Anselme Beau sont livres de poche et sont disponibles à la librairie du salon. Et je pense qu'effectivement, ce sont des livres qui nous amènent à réfléchir, non pas tant sur ce que doit être le métier de guide, mais sur ce à quoi correspond le rapport intime que l'on peut avoir avec l'environnement et avec cette élévation que l'on a dès lors que l'on grimpe ou que l'on fait de l'alpinisme. Alors, je vais me tourner vers Éric Decamps. Est-ce que ce n'est pas difficile de devenir guide au soleil de grandes figures qu'ont été Roger Frison Roche et Anselme Beau? Merci de me poser la question, parce qu'il y avait quelque chose dont j'avais envie de parler, c'est que je suis assez touché d'être avec Anselme à cette table, parce que Anselme, pour moi, et pas que pour moi, c'est un peu superlatif, parce que pour avoir discuté avec plusieurs générations de guides entrant dans la profession, je me suis aperçu que pas mal d'entre eux avaient été inspirés par Anselme. Ils disent, voilà, il a compté pour moi, un peu comme ce qu'Anselme me dit de Roger Frison Roche, il a représenté ça pour pas mal de monde, et à titre personnel encore plus, parce que mes toutes premières sorties en montagne, je les ai effectuées avec Anselme, c'est avec lui que j'ai goûté pour la première fois du ski dans des pentes où on voyait la pente, quoi. Voilà, et puis quand même, il a eu à mon égard un moment d'extrême pédagogie.
et où il a fait preuve de son talent de mentor. C'est quand, après avoir commencé à faire de la montagne depuis en tout cas ces 3 ans, on grimpait ensemble au Gaillan, et puis je lui disais que peut-être, je me disais, tiens, au fond, je pourrais peut-être présenter l'ASPI. Et là, Anselme m'a regardé, il m'a dit, bah ouais, vas-y, t'es pas plus con qu'un autre. Donc voilà, on est mentor de différentes manières, mais en tout cas, je m'en rappelle encore, donc ça veut dire quelque chose. On était jeunes, c'est pour ça qu'on y allait comme ça à la sensation. Mais c'est vrai que Eric avait une passion, déjà une passion, une envie, et puis de devenir guide, oui, sûrement, mais il avait d'autres qualités, d'autres compétences en plus de tout ça, et puis il y a eu beaucoup d'échanges avec des jeunes, puisqu'à l'époque il était jeune, comme moi, de donner, de transmettre, mais ce qui nous a été transmis justement par à la fois mon père et puis des gens comme Roger Frison-Roche et puis bien d'autres, Red Buffat, avec qui j'ai grimpé, j'ai eu de la chance aussi de grimper, de faire porteur pour ces films, la grande traversée des aiguilles de Chamonix, etc. Et c'est des souvenirs tellement fabuleux, ce sont des moments vécus avec des personnages comme ça. C'est pas de la rigolade, c'est pas uniquement d'être dans les médias et d'être connu. C'est beaucoup plus. Si ces gens sont encore reconnus et cités, évidemment, Frison-Roche, c'était quelqu'un qui était notre modèle. Même s'il grimpait pas du 8 à l'envers et tout, c'était pas son problème. Il a transmis. Red Buffat, c'était un grimpeur extraordinaire. Certaines fois, on s'amusait à imiter la rébuffade, les trucs comme ça, mais en fait, c'est parce qu'il était très très fort. Des gens comme André Contamine était réputé comme glaciériste, mais en rocher, il était extraordinaire. Il était extraordinaire à un stage en Corse avec les aspirants guides, il grimpait encore et on avait fait une petite voie ensemble où il était derrière et il disait on grimpe jamais les mains plus haut que les oreilles. C'était tout sur les pieds, uniquement sur les pieds. Et voilà, des personnages qui nous ont forgés en fait. On apprend la théorie dans les grandes écoles, mais on apprend à vivre au contact justement des grandes figures de la montagne et au contact des hommes. Hein? Tu voulais intervenir ? Oui, parce que la question que tu as formulée tout à l'heure, c'est qu'est-ce que ça fait d'arriver dans ce milieu-là, dans l'ombre de ceux qui nous ont précédés. Et quand je pense, par exemple, à la relation que j'ai eue avec Anselme, ce qu'il m'a apporté, par des moments courts, hein, et puis à d'autres personnes qui sont un peu nos repères, je trouve que on ne se sent pas dans l'ombre, on se sent plutôt éclairé, quoi, par les personnes qui nous ont précédés, pour peu qu'elles aient une attitude qui ne soit pas écrasante. On se sent rassuré, mais on se sent aussi protégé. Et il faut être prudent, et ces deux grandes figures, que ce soit Roger Frison-Roche ou Anselme Beaud, enfin, ce qui transparaît, c'est aussi leur rapport privilégié à la montagne, mais aussi leur sens des responsabilités et leur prudence. Parce que le métier de guide et la pratique de la montagne, d'une façon générale, comporte beaucoup de risques, et qui dit risque dit engagement des responsabilités. Donc, à côté de l'école nationale de ski et d'alpinisme, il y a l'école nationale de la magistrature qui forme des praticiens du droit qui sont extrêmement attentifs à toutes les pratiques qui peuvent effectivement aller dans un sens ou dans un autre. Oui, bah, vous savez, je crois qu'on a tous nos maîtres. C'est ce qui décidera d'une vocation, une rencontre, un éclairage, une lumière, ou ça peut dissuader d'ailleurs. Hein. On peut aussi un jour avoir une mauvaise rencontre qui peut orienter votre vie. Et moi, je suis toujours impressionné par ces côtés contemplatifs, admiratifs. La vie des guides et les grands pionniers de l'himalayisme. Moi, j'ai un maître, entre guillemets, c'est Pierre Mazot, qui est un grand alpiniste, mais qui était aussi un grand juriste, et qui a réussi à concilier les deux.
Alors, je ne suis pas sûr que je partage avec lui encore aujourd'hui un certain nombre d'analyses, mais on a des gens comme ça qui ont connu une période extraordinaire et qui ont sans doute suscité des tas de vocations. Et ça, c'est ça qui est bien. Alors, la justice, nous, on n'a rien à faire là. Moi, je ne devrais pas être là. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Éric dans le livre. Quand la justice est là, c'est qu'il s'est passé quelque chose de problématique, un accident. Et on sait que l'accident fait partie, ou le risque fait partie de la vie de l'alpinisme, du guide de haute montagne. Et moi, j'ai été très intéressé par justement le regard qu'ont les pratiquants, les praticiens de la haute montagne sur cette notion de risque. Et d'ailleurs, ça enlève beaucoup d'orgueil, je crois. Penser qu'on peut basculer dans un moment dramatique, ça doit ramener à beaucoup de modestie. Et moi, ce que je trouve bien chez les gens de montagne, c'est leur infinie modestie. Alors on dit toujours, est-ce que c'est pas une espèce de lieu commun, on est modeste, on est humble? Non, je crois que véritablement, les gens qui ont fait des exploits physiques, des vrais exploits, et qui restent tout à fait simples, et moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et chez les juristes, il y a aussi des gens qui se la racontent un peu, hein, et puis d'autres qui ont une vision un peu plus accessible. Et je crois que le droit, qui est un truc qui évolue tout le temps, doit être aussi accessible. Ça ne doit pas être les chemins escarpés qu'on a du mal à atteindre, ça doit être quelque chose qui peut aider, dans certaines circonstances, bien sûr, qui doit aider les citoyens que nous sommes, qui à un moment ou à un autre peuvent avoir un problème quelconque, quelque chose qui n'a pas marché. Et le juriste peut apporter aussi sa contribution et remettre dans le droit chemin certains qui s'égarent un peu. Voilà, l'alpinisme comme le droit sont les reflets de la société, et à partir du moment où il y a des pratiques qui sont des pratiques à risque, forcément il y a un engagement de la responsabilité. Et ce qui est formidable dans votre ouvrage, là, le guide et le procureur, c'est que les situations que vous décrivez et qui peuvent être sur le fondement de la responsabilité sans faute, peut s'adresser effectivement aux alpinistes, aux guides, aux moniteurs, etc., qui vont être pris dans une avalanche ou qui vont avoir un accident, prévisible ou imprévisible, avec effectivement la notion de faute ou non, mais cela peut être transposé à toutes les professions qui sont soumises à des aléas ou à des événements de ce type. Je pense par exemple à ce qui se passe chez les gens qui sont, n'est-ce pas, moi, médecins ou même juristes aussi, hein, il peut y avoir aussi des erreurs judiciaires. Bien sûr. Et cela pose la question de la prudence et surtout de l'anticipation sur les événements qui peuvent se produire. Et je trouve que ce livre est extrêmement pédagogique dans la mesure où, à partir d'une analyse donnée, par exemple, un guide qui est parti avec sa cliente, qui s'est fait prendre dans une avalanche, etc., le juge donne son commentaire en disant on aurait pu faire autrement ou il fallait effectivement faire de cette façon-là. Et je pense que si, à partir du moment où on exerce une profession qui comporte éventuellement des risques, il est toujours important de se poser la question de la faute et de anticiper sur ce qui peut survenir. Alors, c'est peut-être une question que ne se posait pas Jacques Balmat quand il a emmené le docteur Paccard au Mont Blanc, dans la mesure où, à l'époque, Paccard était lui-même juge de paix. Enfin, il est devenu ensuite juge de paix. Donc, finalement, il n'allait pas tellement s'aventurer sur le terrain du droit, tellement il était passionné par cette détermination qu'il avait eue d'aller au Mont Blanc et d'être le premier homme à apporter un baromètre sur le toit de l'Europe. Merci. Donc, moi, je représente le client. Et pour les guides, c'est important. Alors, je vais parler sous le contrôle d'Anselme Beau, mais en expérience que j'ai eue en tant que client de guide, c'est pas forcément le meilleur grimpeur, le plus fort, le meilleur alpiniste qui est le meilleur guide à mes yeux. Je pense que dans le métier de guide, il y a d'autres considérations qui sont assurer la sécurité du client, ça c'est absolument important. Et moi j'ai beaucoup apprécié le rôle de pédagogue du guide qui m'a appris comment grimper sur un glacier, comment faire de l'escalade, comment s'assurer. Et les bons guides, c'est ceux qui sont comme ça. Mais comme dans tout métier, il y a des bons guides et puis il y en a qui sont moins bons forcément.
Et puis après, j'ai grimpé en amateur, et puis en cordée d'amateur, j'ai croisé des guides avec leurs clients, et c'est pas mes meilleurs souvenirs, en fin de compte, dans ces circonstances. Alors, en écrivant la biographie du docteur Paccard, qui était le premier au sommet du Mont Blanc en compagnie de Jacques Balma, je me suis intéressé à l'histoire des guides et de l'alpinisme. Depuis quand les guides? Depuis, quand on regarde les articles sur Internet, sur Wikipédia, sur l'alpinisme, il est souvent affirmé que Jacques Balma et Michel Gabriel Paccard, les premiers au sommet du Mont Blanc le 7 août 1786, ont été les inventeurs de l'alpinisme. En réalité, pas du tout. D'ailleurs, le mot alpinisme entre dans le dictionnaire en 1898, plus d'un siècle après, alors que Larousse et Littré exerçaient depuis longtemps. En réalité, Balma est monté au sommet du Mont Blanc pour devenir guide. Il était cristallier. Ça a été une grande gloire pour lui. Il se faisait appeler Balma Mont Blanc. Il est grimpé 17 fois au Mont Blanc. Il emmenait les touristes. Et son métier était de devenir guide pour gagner sa vie. Alors qu'il était au départ cristallier, paysan, chasseur de chamois. Le docteur Paccard, c'est complètement différent. Lui, il n'est pas monté au sommet du Mont Blanc avec un baromètre. Il a monté un baromètre au sommet du Mont Blanc pour pouvoir en estimer l'altitude par une technique plus simple que la triangulation. Et quand on observe à l'époque les cheminements qui étaient choisis par ceux qui montaient au Mont Blanc pour emmener des touristes, c'était toujours parce qu'il leur semblait le plus facile. L'ancien passage inférieur, l'ancien passage supérieur du côté du Rocher Rouge, puis ensuite, après la catastrophe de la Cordée Hamel en 1820, qui avait été emportée par une avalanche, il passait par le corridor un peu plus à gauche parce qu'il pensait que c'était à l'abri. Aussi bien pour Balma que pour Paccard, il aurait paru totalement incongru d'imaginer grimper par un cheminement plus difficile. Paccard était allé voir du côté du versant de la Brave, au sud du glacier du Géant, vers la Noire, et il avait tout de suite conclu, c'est pas par là qu'on passe. L'idée de monter sur les montagnes, de gravir les montagnes par des cheminements plus difficiles, ne leur venait pas l'idée. Et en fait, c'est les Anglais qui ont inventé l'alpinisme dans ce qu'on appelait l'âge d'or, entre 1854 et 1865. Les Anglais ont inventé un sport qui consistait non seulement à gravir les montagnes, mais à choisir des passages plus compliqués, plus difficiles. Leslie Stephen, qui était président de l'Alpine Club à cette époque, avait défini les Alpes comme le terrain de jeu de l'Europe. Et donc ils en avaient fait un sport. Et effectivement, l'alpinisme a été inventé par les Anglais. Et d'ailleurs, si on regarde une carte IGN du massif du Mont Blanc, on verra que beaucoup de sommets, de cols, de brèches portent les noms des alpinistes anglais qui ont inventé en réalité ce sport. Et puis, je me suis intéressé aussi au fait des polémiques sur qui est le premier. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que dès le lendemain de la première du Mont Blanc par Balma et Paccard, la polémique est venue. Est-ce que c'était Balma, le cristallier, qui avait guidé le médecin du village? Ou au contraire, est-ce que c'était le médecin du village qui avait étudié auparavant comment monter et considérer Balma comme porteur? La polémique a duré pendant plus d'un siècle. Et pendant plus d'un siècle, à Chamonix, on a considéré que c'était Balma. Et même, on a raconté que Balma était arrivé le premier, puis qu'il était redescendu traîner Paccard, etc. Pourquoi? Parce que, sachant que le tourisme s'est énormément développé à ce moment-là, pour les habitants de Chamonix, les hôteliers, les guides, il était quand même beaucoup plus important de mettre en avant le rôle du guide, qui avait monté son client, Paccard, et qui l'avait ramené. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'à partir du moment où les Anglais ont inventé l'alpinisme, ils se sont intéressés à la polémique. Et les Anglais qui ont inventé l'alpinisme, je parle de Leslie Stephen par exemple, c'était des bourgeois intellectuels fortunés. Leslie Stephen était professeur de mathématiques à Cambridge. Il était le gendre de Thackeray, l'auteur de Barry Lyndon. Il était le père de Virginia Woolf. C'était autre chose que Balma et les cristalliers.
Et eux ont fait plein de recherches pour pouvoir établir que c'était Paccard le leader. Et en fin de compte, il y a eu un basculement qui a fait que la polémique était, ben oui, non, le cristallier, ou plutôt l'intellectuel, etc., etc. Exactement la même polémique qu'entre Tenzing et Hillary après la première de l'Everest, où la même question s'est posée dès le lendemain. Est-ce que c'était Hillary, le sujet de sa gracieuse majesté, qui était en tête, ou est-ce que c'était Tenzing, le Sherpa, qui n'était que le porteur? Et en réalité, la comparaison est astucieuse, parce que Tenzing, c'est le Balma de l'époque, qui, entre parenthèses, était un très fort alpiniste. Et Hillary, c'était l'intellectuel. Et moi, il me plaît d'imaginer que Paccard et Balma auraient pu répondre la même chose que Hillary et Tenzing, qui s'étaient mis d'accord entre eux quand on leur posait la question qui était le premier. Ils répondaient almost together, presque ensemble, sans dire de qui il s'agissait. Voilà, et donc si vous voulez avoir plus de détails sur cette merveilleuse aventure, je vous invite à lire ma biographie du Dr Michel Gabriel Paccard, qui à ma connaissance est la première, et que je dédicacerai tout à l'heure entre midi et 2h. Eric Vola qui a fait aussi un très joli petit livre de la même manière sur le... Voilà, donc Jean-Louis Lejon sera en tête de la gondole de la librairie, effectivement, pour dédicacer ses livres. Mais ce qui est intéressant dans son ouvrage, c'est qu'il montre bien la hiérarchisation la hiérarchie des normes sociales à cette époque, avec une tentation de polémique qui, là, ne s'est certainement pas estompée au cours des siècles. Et ce qui est assez évident dans un certain nombre de récits de cette époque, c'est que l'on mesure bien cette dialectique du maître et de son valet, qui est joué par Paccard et Balma, et ça ne fait qu'annoncer ce qui s'est passé ensuite au retour de certaines expéditions en Everest. Et il y a un livre qui est paru il y a quelques années, qui était un livre qui n'était pas spécialement un livre de montagne, mais qui mettait en évidence le regard d'un homme blanc dominant son Sherpa. C'était la photo de couverture du livre et c'était assez intéressant parce que effectivement ça montrait qu'il fallait quand même être très attentif à la façon dont on abordait les uns et les autres. On a dû commencer cette réunion un peu en retard, donc il va falloir effectivement qu'on donne la parole au public. Si vous avez des questions à poser à nos invités. En tout cas, c'était franchement une discussion passionnante, mais je voudrais refaire un tour de table et vous demander aux uns et aux autres quelle est, selon vous, la qualité principale du guide qui ne doit jamais lâcher son client et qui doit être là pour montrer la voie et surtout ne jamais rien abandonner, ou bien alors pour justement apprendre à renoncer dans des difficultés particulières ou lorsqu'il y a l'engagement d'une prise de risque évidente. Anselme. Justement, je regardais un livre, enfin, c'est pas un livre qui est sorti en imprimerie, mais le frère de Gérard de Voissou, Serge de Voissou, qui est un voisin, là, ça me dit, m'a apporté hier le registre de ses arrière-grands-parents qui ont tenu le refuge des Grands Mulets. Refuge des Grands Mulets, donc la date c'est 1874 à 1896. Et il y a tous les récits, pratiquement avec la plume et tout, quoi. Et on imagine l'ancien refuge des Grands Mulets avec des couches, enfin, très rustiques, mais il n'y avait quand même pas un stylo, mais une plume avec de l'encre, quoi. Et ils écrivaient leur passage. Et justement, il y a un des récits que j'ai noté, c'est de clients genevois, enfin qui venaient de Genève en tous les cas, et qui avaient avec eux trois guides et un porteur. Et donc, ils mettent qu'ils sont arrivés par le mauvais temps au Grand Mulets dans l'après-midi, et le matin, ils sont partis à 4 heures, et il faisait mauvais, et ils sont partis quand même. Et les guides, ils commencent à douter forcément, mais ils les emmènent, ils font leur job. Et puis ils arrivent
peu près au grand plateau, et ils disent aux clients, bon bah non, c'est le mauvais temps, faut redescendre, quoi. C'est bâché, comme on dit. Et les clients, c'est le client qui écrit, hein. Le client insiste, les clients insistent. Non, non, on veut quand même. Alors ils montent jusqu'au sommet du dôme, tout blanc, comme on connaît tous. Et puis après, quand ils reviennent au col du dôme, ils aperçoivent les petits rochers qui sont où il y a Valo maintenant, et ils disent oh, on va quand même tenter. Les guides acceptent quand même, mais au bout d'un moment, ben, ils sont obligés de dire brutalement, ils disent aux clients allez, ça va, suffit maintenant, on descend, on va être foutu. Donc c'est vraiment écrit d'une manière impressionnante, et il y a quelques phrases de la redescente du groupe depuis à peu près les rochers Valo, retraverser le col du dôme et descendre, où ils se perdent plus ou moins, ils cherchent leur voie, enfin leur retour entre les crevasses, et ils arrivent finalement enfin au Grand Mulet dans la fin de journée, où ils en ont bavé, ils ont le nez plus ou moins gelé, enfin les oreilles, tout ça. Et il y a quelques phrases de ce petit récit des clients en disant oui, on a insisté, mais les guides avaient raison, c'est évident qu'il fallait redescendre. C'est impressionnant parce qu'on imagine ça combien d'années avant, c'était en 1875. Bon, le schéma est le même maintenant. Quand on va au Mont Blanc ou ailleurs, et puis que les clients insistent un peu, ou qu'on se sent quand même redevable et qu'on insiste un peu, et le retour est difficile. Le retour est peut-être dramatique, et parlons pas de l'orage, là on peut rien maîtriser, mais le reste, malgré tout, pour un guide est important de savoir. Alors bien sûr qu'il faut anticiper, le mot pour un guide c'est anticipation. Patience, oui, et anticipation, pour pas aller trop loin. Et revenir et avec les clients entiers, et pas avoir d'accidents et de problèmes. C'est ça le maître mot, revenir. C'est en alpinisme comme en médecine, je pense qu'il ne faut jamais aller trop loin, il faut savoir renoncer, il faut savoir s'adapter, et il faut surtout être raisonnable. Mais je pense qu'en haute montagne, obéir à une injonction déraisonnable, il ne faut pas avoir à faire un juge ensuite. En plus, oui. on a ça sur la tête. On a la responsabilité, attention après. Oui, parce que le guide, c'est pas le surhomme, hein. Il n'est pas exempté des règles de la République ou du pays dans lequel l'événement peut se produire. Pour moi, le guide, c'est celui qui pense, qui est évidemment un sportif, qui est un athlète, qui est quelqu'un de courageux, mais qui doit penser à son client, à ses clients, qui doit penser à lui, à sa famille, penser aux risques judiciaires éventuellement, sans pour autant que ça devienne une espèce de poids qui pèserait sur lui. Heureusement, on sait bien que le danger est toujours permanent, les risques objectifs, tout peut arriver, même pour le plus sérieux et le plus prudent des guides. Mais celui qui arrive à penser, à se projeter derrière ces événements que racontent bien Éric ou Alexis Malon, qui lui l'a vécu très directement, de penser ce qui peut arriver après. Et nous, quand on a à juger, à suivre une affaire qui met en cause un professionnel, ça peut être un moniteur de ski, ça peut être un guide de haute montagne, on regarde simplement s'il a bien pensé, s'il a bien adapté son raisonnement à l'évolution de la course. Ça peut être très bien le matin et c'est moins bien l'après-midi. Le client, il peut paraître très très bon, puis il fatigue plus vite que prévu. Voilà, donc arrive à penser, à se projeter, effectivement. C'est ça que la justice va analyser. Est-ce qu'il a eu ce raisonnement minimum et qu'on comprendra que peut-être qu'à un moment, lui-même a été dépassé, mais que si lui-même n'a pas pris ses précautions, et bien là, on lui posera des questions et éventuellement, il pourra être jugé et condamné. Voilà, Jean-Louis Lejean, qui est un grimpeur rompu aux ascensions les plus belles. Rompu, c'est le mot qui convient. aux ascensions les plus belles de l'université parisienne. Ce que tu as eu dans ta carrière, cette impression de trouver un parallèle entre l'exercice de la médecine à un haut niveau et de responsabilité et d'exercice de l'alpinisme.
Tu veux parler des aspects juridiques, peut-être? Oui, des aspects juridiques, oui, sur l'aspect de l'engagement de la responsabilité. Hein. Non, mais c'est très intéressant ce récit que tu as trouvé là au refuge des Grands Mulets, parce que c'est une question qui s'est posée notamment après la catastrophe de l'expédition ML en 1820 au Mont Blanc, où le client avait exigé que les guides continuent. Et les guides à l'époque se sentaient redevables vis-à-vis de cette clientèle fortunée étrangère. Ils ont poursuivi, il y a eu 3 morts. Julien de Voissou, qui était le gendre de Paccard d'ailleurs, hein, qui faisait partie des guides, a ensuite été accusé par Hamel d'être lâche. Et la compagnie des guides qui s'était créée à ce moment-là, c'était pour mission non seulement une caisse de solidarité, mais également la défense des guides contre ces riches touristes qui, en fin de compte, voulaient en imposer. Et cet aspect, on le retrouve dans le livre Premier de Cordée de Roger Frison-Roche, où il y a effectivement cet épisode où le client va essayer d'imposer au guide de monter au dru avec l'accident. Et donc cet aspect de rapport de force, en quelque sorte, entre le client et le guide, je crois maintenant a été très clairement réglé, et que la mission du guide, c'est de mettre en avant son professionnalisme et de ramener le client, quoi qu'il en coûte, si j'ose dire, et peut-être même malgré lui. Et cette évolution est quand même très remarquable. Le parallèle avec la médecine, ce serait trop long. Ce sera l'objet d'une autre table ronde dans un autre salon plus tard. Mais lorsque l'on entend enfin, tous ces témoignages, la pratique de l'alpinisme, c'est un bonheur, mais c'est aussi, sinon une souffrance, du moins un élément de... Hein, une joie et une souffrance, mais peut-être pas une souffrance, mais enfin une source d'inquiétude. Alors je reprends au vol les derniers propos de Jean-Louis Lejon, parce que ce problème, ce conflit dont tu as parlé est-il réglé? J'en suis pas absolument convaincu, parce que encore aujourd'hui, je pense qu'une des difficultés qu'on a, c'est que, en tant que guide vis-à-vis d'une personne qu'on emmène, c'est que certes la personne nous reconnaît une certaine compétence, donc on a vis-à-vis de lui une certaine autorité peut-être, ou on peut en tout cas en faire l'usage, mais le client est celui qui a l'argent. Et qu'on le veuille ou non, l'argent lui donne le pouvoir d'exiger. Et donc c'est une autorité contre un pouvoir, quoi. Et ce conflit-là, je doute qu'il soit soluble. Voilà, il existera toujours et c'est toujours à ça qu'on aura affaire. Et quand tu posais la question quel genre de qualité on aurait envie de mettre en avant dans l'exercice de métier, j'y réfléchissais un peu en écoutant et je me disais finalement, ce qu'on doit savoir faire, c'est peut-être assumer notre rôle quand il s'agit de prendre des décisions, c'est-à-dire occuper notre place quand il s'agit de prendre des décisions, et être capable de se mettre à la place de la personne qu'on emmène pour ce qui est de comprendre ses désirs et ses peurs. Et c'est pas si simple d'être deux en un, quoi. Oui. Et Martine Charrois, être la fille d'un grand guide, est-ce que ça vous a conditionné dans votre vie quotidienne à prendre en charge les autres et à soutenir les autres et être vous-même le guide dans votre famille ou dans votre cercle? Moi, ça a été formidable parce que j'avais mon guide à domicile et donc j'ai appris depuis toute petite avec lui. Mon père n'était pas facile en montagne. Il était un bon guide, il avait l'instinct du guide, de l'itinéraire, mais il n'était pas tendre avec ses clients. Et donc il fallait suivre, ou alors on partait pas. Et bon, non, il fallait aimer ça. Donc moi je faisais partie de ceux qui aimaient beaucoup, qui marchaient tête baissée derrière lui et sans problème, posant pas de questions. Mais c'était un très très bon guide et pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, il savait très bien faire demi-tour quand il fallait.
Moi, ça m'est arrivé, entre autres, une fois à la Dent du Géant. Je suis jamais allée au sommet, je suis allée aux 2/3, c'était dommage. Et l'orage arrivait. On est très mal placé là-bas. Et il nous a dit demi-tour. Et le retour est long d'ailleurs. Alors on est rentré, mais il y a eu un couple qui était avec nous, justement, d'Anglais devant nous, qui ont voulu aller au sommet. Et heureusement pour eux, ils sont pas morts, mais ils ont été foudroyés tout de même. Hein. Ça, je me souviens. Non, c'était des épisodes. Il fallait rentrer à temps et faire demi-tour. Et c'est dur pour les deux d'ailleurs, pour le guide et pour le client, je pense. Et donc, papa a une vie très courte de guide quand même, parce que après il a fait tellement de choses que la montagne c'était son plaisir. Mais il continuait, il aimait bien faire connaître aux gens, donc c'est bien ce que font les guides. Il aimait faire découvrir, et donc ça partait de jeunes, de moins jeunes, des alpages à l'escalade, mais c'était en fond de lui-même un vrai guide. Voilà, il a su vous guider sur les pistes de votre choix et puis aussi faire rêver ses lecteurs. Et surtout, il nous a à tous légué la montagne en héritage et ça, je pense que nous pouvons tous lui en être reconnaissants. En tout cas, je vous remercie infiniment de cette matinée passée ensemble. On avait pris du retard un petit peu au départ, mais on l'a largement rattrapé. En tout cas, je voudrais vraiment vous remercier chaleureusement de votre présence. Rappelez vos livres, donc Martine Charrois-Frison-Roche sur les traces de mon père, Roger Frison-Roche, aux éditions Les Passionnés de bouquins, qui est une jeune maison d'édition vraiment extrêmement dynamique et qui publie beaucoup de livres sur la montagne et les hommes qui font la montagne. Jean-Louis Lejon, Paccard, L'oublié du Mont-Blanc aux éditions Gimco éditeur. Jacques Dallest, Éric Descamps et Alexis Malon, Le guide et le procureur, vraiment un livre à mettre dans son sac chaque fois qu'on part en montagne, mais à mettre aussi dans son cartable chaque fois que l'on exerce une responsabilité dans quelque domaine que ce soit, parce que c'est vraiment un outil pédagogique vraiment de grande valeur, et publié aux éditions du Mont-Blanc Catherine Destivelle, qui est également une maison d'édition de grand prestige. Et puis je rappelle les livres d'Anselme Beau, Au pays des hautes terres, disponible en poche, et qui a été primé ici même à Passy il y a quelques années. Et puis un petit recueil paru chez Boréal, là, Chamois. Oui, mais Chamois clandestin, c'est un Chamois petit clandestin. truc c'était l'édition des Vicata. Aussi Neige éternelle, j'ai oublié. Neige éternelle avec pas mal de photos en plus. Pas mal de photos et des témoignages vraiment d'une grande sincérité et d'une grande humanité, je dirais. Et puis, je rappelle le livre de Martine Roland, La première de Cordée, et ça n'a pas été sans problème. Et puis, les 2 livres anniversaires de la Compagnie des guides de Chamonix, le roman des guides de Gilles Chapaz, et puis le très bel album, le très beau livre de Joël Dartic-Pacalais et de David Ravanel, la Compagnie des guides de Chamonix. Ce sont 2 approches différentes d'un même sujet, et ce sont des livres complémentaires de très haute qualité. Eh bien, je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette première table ronde du 31e Salon du Livre de Montagne de Passy. Et je vous invite à rester pour les tables rondes suivantes qui traiteront de l'architecture en montagne et ensuite de la bataille du Cerf. Voilà, merci. Combien d'exemplaires Enfin,